Les geckos sont parmi les meilleurs reptiles de compagnie que vous puissiez avoir. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les 5 meilleurs geckos de compagnie auxquels vous n'avez probablement pas pensé. Voici Petit Pied, le tout premier reptile que j'ai jamais élevé. Il y a déjà en 2017. Bien que je garde des geckos depuis longtemps, je ne les ai pas élevés très longtemps. Maintenant que j'ai arrêté, concentrons-nous sur leur rôle d'animaux de compagnie. Plutôt que de donner une liste arbitraire comme celui-ci est numéro 5, celui-là numéro 1, je préfère créer 5 catégories distinctes. Et ces catégories sont la facilité, la manipulation, l'originalité, l'aspect décoratif et l'utilité. Et à la fin, je vous donnerai simplement mon préféré personnel. Catégorie numéro 1, la facilité. Donc, si vous êtes un débutant, ou si vous voulez simplement un gecko amusant à manipuler, et que vous n'avez pas envie de faire toutes les recherches du monde pour comprendre, je pense qu'il y en a 2 ici. L'un est vraiment simple, c'est en fait un gecko à crête. Je ne sais pas pourquoi je montre un gecko léopard, mais pour celui auquel vous ne pensiez pas, je vais vous donner 2 options pour chaque catégorie. Les geckos chihuahua. Les geckos chihuahua et les geckos à crête sont à peu près similaires en ce qui concerne leurs soins. Ils viennent tous les deux de Nouvelle-Calédonie, qui est une chaîne d'îles, ou un archipel, un groupe d'îles, situé dans le Pacifique Sud, plus ou moins près de l'Australie. Tiens, Petit Pied, tu peux y aller, si tu regardes depuis longtemps. Petit Pied était la mascotte originale de la chaîne. Donc merci d'être resté si tu es là depuis 2019. Les geckos à crête sont souvent appelés geckos à cils, parce que leurs yeux ressemblent à ça. Mais ce ne sont pas du tout des cils ou des poils. Comme tous les reptiles que je connais, ils n'ont pas de poils mais des écailles modifiées. Selon les scientifiques, ils en ont pour diverses raisons, selon à qui l'on croit. Cela pourrait simplement consister à protéger leurs yeux de l'ombre ou de l'eau, mais ils ne peuvent pas les fermer comme les geckos léopards, ce qui est très particulier chez ces derniers, alors que la plupart des geckos en sont incapables. À la place, ils ont une membrane sur les yeux, qui protège le globe oculaire. Cette membrane, bien sûr, est transparente et elle mue avec le reste de leur peau, qu'ils mangent d'ailleurs, ce qui explique que si vous vous demandez pourquoi vous ne trouvez pas la mue de vos geckos, c'est parce que vous ne la trouverez jamais. Ils la mangent. Ils la mangent pour éviter que les prédateurs la trouvent, montrant ainsi leur grande adaptabilité. Donc, en plus du fait qu'ils se nettoient les yeux avec leur langue, ce que je trouve vraiment génial, une autre chose amusante à propos des geckos à crête, c'est qu'ils sautent. Mais ils marchent aussi, n'est-ce pas ? Ils ont ces pattes spéciales, ou petites petons, comme on dit médicalement, qui leur permettent de grimper sur des surfaces comme les parois en verre qu'il y aura probablement dans leur terrarium. Ils peuvent aussi sauter, et c'est comme ça qu'ils aiment se déplacer. Se déplacer, c'est comme ça qu'ils aiment bouger. Donc ces animaux vont sauter de branche en branche, c'est comme ça qu'ils se déplacent. Parfois, ils sautent directement sur votre visage ou la caméra, ce qui est amusant si vous n'avez pas peur des geckos. Une autre chose facile avec les deux, surtout les geckos à crête, c'est qu'ils peuvent presque entièrement vivre avec une alimentation en poudre. C'est révolutionnaire parce que, si vous ne le saviez pas, les geckos à crête sont l'un des reptiles les plus récents dans le domaine, car on pensait qu'ils étaient éteints jusqu'en 1994, ce qui n'est pas si loin que ça. On a découvert qu'on pouvait leur donner de la nourriture en poudre, mélangée à de l'eau dans un gobelet, ce qui forme une gelée de fruits. Même si je ne conseille pas de nourrir uniquement votre gecko à crête avec ce guide, c'est la base de leur alimentation, comme pour un gecko chihuahua. Mais les geckos chihuahua ont besoin d'un peu plus de protéines. Ils ont besoin d'un peu plus d'insectes dans leur alimentation, et ils chassent un peu plus voracement qu'un gecko à crête. Les geckos à crête chassent aussi les insectes, mais moins intensément que les geckos chihuahua, qui ont aussi moins de couleurs et de variations amusantes. Ils ont 2 localités, et ils varient entre celles-ci. Je trouve qu'ils ont un look un peu plus cool, ils ont l'air un peu plus intense, et ils agissent aussi de façon un peu plus intense. Maintenant, ils ne sont pas susceptibles de vous mordre. C'est pareil pour un gecko à crête, mais ça ne fait pas vraiment mal, ça ressemble à du papier de verre. Les geckos chihuahua peuvent régénérer leur queue, contrairement aux geckos à crête. Les geckos chihuahua perdent rarement leur queue, mais si cela arrive, elle repousse. Passons maintenant à la 4e catégorie, la manipulation. Et cela va concerner le gecko léopard, ou la version à laquelle vous n'avez pas pensé. Le gecko à queue grasse d'Afrique. Il y a plusieurs raisons à cela. Manipuler un gecko léopard est vraiment très facile. La raison pour laquelle, quand j'ai commencé cette chaîne et que je ne savais pas vraiment comment parler devant la caméra, que j'étais un peu nerveux, que je lisais beaucoup de notes et que c'était un peu le bazar,
J'ai choisi un gecko léopard pour le mettre sur mon épaule pendant l'épisode. C'est parce que je n'avais pas à m'en soucier. Je pouvais littéralement juste faire ça, sans penser à l'animal. Et tant que je n'oubliais pas qu'il était sur moi à la fin de l'épisode et que je pouvais le remettre en sécurité, ce que j'ai toujours fait, alors tout allait bien. Avec d'autres geckos pour la manipulation, ils peuvent être fragiles, nerveux ou rapides. Les geckos léopards sont réfléchis. Ils sont lents. Ils semblent un peu bêtes en regardant autour, mais ils sont en réalité intelligents. Donc, pour moi, ces animaux sont tout simplement faciles à manipuler. Ils ne sont pas compliqués. Et il n'y a pas de danger, ni pour l'animal, ni pour vous, lorsque vous les manipulez. Parce qu'ils sont assez robustes. Si vous appuyez un peu fort en les attrapant, cela ne leur cassera pas la colonne vertébrale, contrairement à un animal bien plus petit. Restez toutefois prudent avec vos geckos léopards. Si vous portez une chemise, leurs griffes s'y accrocheront. Ces animaux grimpent sur des rochers, des branches, des briques dans la nature. Si vous êtes ici depuis un moment, vous comprenez. Donc ils ne vont pas simplement tomber de votre épaule. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bien sûr, gardez un œil sur eux et assurez-vous de ne pas être trop loin du sol. Pour les geckos à queue grasse africains, cela s'applique totalement, sauf que leurs pattes ou leurs petits pieds sont un peu différents, et même plus robustes, diront certains. La structure de leurs yeux est un peu différente. Les morphes, bien sûr, sont différents. Ils ne sont pas, ils sont apparentés d'une certaine façon, mais ils ne peuvent de toute façon pas se reproduire entre eux. Donc, ils sont suffisamment éloignés les uns des autres pour que ce ne soit pas exactement pareil, mais différent, même s'ils se ressemblent, agissent de la même façon et qu'on s'en occupe de la même manière, mais avec des différences. Un peu plus d'humidité pour les geckos à queue grasse africains. Ils ont un aspect différent, et ton ami n'en a sûrement pas, contrairement aux geckos léopards. Numéro 3, le meilleur gecko d'exposition. Je vais te donner tout un genre, disons Phelsuma, qui sont des geckos diurnes de Madagascar. Donc je vais te donner ça parce que tout le monde pense aux geckos diurnes, aux grands geckos diurnes. Le gecko de la pub Gecko est un gecko diurne. Il y en a plein d'autres vraiment cool à Madagascar, mais je vais aussi parler dans un instant du Legodactylus williamsi, qui vient d'Afrique, mais 8 carrés. Bref, c'est vraiment intéressant. Une seconde. J'ai choisi les geckos diurnes comme meilleurs geckos d'exposition car ils sont vifs, colorés et très actifs. Donc faciles à voir dans le terrarium. Donc même si tu as un grand terrarium comme moi, celui-ci juste ici, qui n'a plus de geckos dedans maintenant, il en avait à l'origine. Un couple de grands geckos diurnes était facilement visible de l'autre côté de la pièce, car ils bougeaient sans cesse. Ils sont diurnes, ce qui veut dire qu'ils se déplacent pendant la journée, contrairement à nos 4 premiers geckos dont nous avons parlé. Et comme ils ne sont pas manipulables, ils savent comment se déplacer rapidement, de façon imprévisible, et ça va attirer votre attention. Donc, s'ils vous voient, et qu'ils n'aiment pas la façon dont vous les regardez, ils vont simplement bouger. Mais ils ne se cachent pas vraiment très bien. Ils peuvent se cacher un peu, mais ils ressortiront tout de suite. Ils aiment être sous les lumières. Ce sont vraiment des geckos fascinants, faciles à trouver et magnifiques. Il y a, je crois, entre 50 et 70 espèces de Phelsuma, qui est le genre que vous pouvez trouver. J'en ai trouvé un tas à Madagascar. Il existe de très petits geckos comme les geckos diurnes néons et d'autres similaires. Il y a aussi des plus grands comme Phelsuma grandi, les geckos diurnes géants que j'ai eus, mais ils restent relativement petits. Ceux-là sont si difficiles à manipuler que leur peau se déchire s'ils essaient de fuir. Contrairement à la plupart des geckos, ils ne perdent pas seulement leur queue, peut-être pas les Europlatus, mais la plupart des geckos. Mais leur peau a aussi un mécanisme de défense. Donc vraiment, vraiment intéressant. Et je ne pourrais pas être plus heureux d'avoir eu ces animaux. Si vous cherchez quelque chose de plus éclatant et visuellement fou, le Legodactylus williamsi, aussi appelé gecko des grottes bleu électrique ou gecko diurne bleu électrique, provient d'une région d'Afrique. Ça vient d'une seule zone, c'est une aire protégée de 8 km², et on les trouve sur un seul type d'arbre. Vous trouverez un mâle sur une branche de cet arbre, et il n'y aura pratiquement jamais un autre mâle. C'est vraiment le truc le plus cool. Leur territoire, leur manière de le marquer et de le protéger font d'eux une espèce unique, rarement observée dans la nature, surtout car on ne peut plus les prélever, et que peu de gens vont dans leur habitat. Mais la raison pour laquelle ils sont parfaits à exposer, c'est parce que, regardez-les. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus à ce sujet ? D'ailleurs, les femelles ne ressemblent pas à ça. Les femelles sont plutôt ternes et sans grand intérêt, mais les mâles sont d'un bleu éclatant, bleu électrique, comme certains pourraient le dire. Catégorie 2. Souvenez-vous d'Europlatus, dont j'ai évoqué la queue. Europlatus occupe la 2e place pour son originalité, avec des geckos uniques. Je vous présente 2 espèces différentes. Europlatus sont ceux auxquels je pense que tout le monde pense. Les geckos à queue de feuilles sataniques, par exemple,
que j'utilise toujours sur les miniatures car ils attirent l'œil. Il existe une vingtaine d'espèces, toutes originaires de Madagascar. J'en ai trouvé beaucoup là-bas. Mais je pense que les plus impressionnants sont les geckos à queue en forme de lance, et les queues de feuilles sataniques, sans doute les créatures les plus folles en macrophotographie. Ils ressemblent tous à des feuilles mortes, d'où leur nom de gecko à queue de feuilles. Maîtres du camouflage, ils sont peu visibles, comme si on faisait de l'herping chez soi. Si vous avez un grand terrarium et que vous les mettez dedans, vous allez littéralement chercher partout comme si vous étiez en forêt. Comment les gens font pour les trouver dans les forêts de Madagascar? Aucune idée. Nos guides les ont trouvés. Moi, je ne les ai pas trouvés. Je n'en ai jamais vu un sans qu'on me le montre. On devait me dire où regarder. Et même là, ici, regarde par ici, il est juste là. Son camouflage était si efficace que je ne le voyais pas. Le Fimbriatus, mon préféré, est une grande espèce qui paraît effrayante mais ne l'est pas. Le souci, c'est que la plupart sont prélevés dans la nature. Trouver des individus nés en captivité était vraiment difficile, et ceux capturés s'adaptent mal. Alors assurez-vous vraiment de savoir d'où vous les obtenez. Et si le prix est vraiment bas, s'il n'est pas 3 fois plus élevé que celui de quelque chose sur la table de quelqu'un dont vous savez qu'il a été prélevé dans la nature, ce n'est pas un individu né en captivité. Si vous cherchez un animal vraiment unique, né en captivité, choisissez les geckos à queue en eux. Ils sont uniques, et il existe 11 ou 12 espèces différentes. Ils viennent d'Australie, et ces animaux ont une apparence vraiment folle. Certains ont un aspect plus démoniaque, mais d'autres, comme mon préféré le lévite, franchement, regardez-les. Ils semblent un peu idiots et mignons, tentant de se défendre en levant leur queue, qui paraît ridicule. Ce sont des notailles, non? C'est bien leur nom. Et ils ont ces grands yeux énormes, non? Donc pour moi, le fait qu'ils ressemblent à des Pokémon, et Pokémon est l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé aux reptiles à la base. Quand on a 10 ans qu'on regarde Pokémon et qu'on réalise qu'on ne deviendra pas maître Pokémon car Sacha Ketchum n'existe pas, c'est très décevant. On cherche donc la meilleure alternative, les reptiles. Ces petits animaux terrestres sont très faciles à gérer. Mettez-leur quelques insectes, assurez-vous qu'ils aient un point chaud, une cachette, et voilà, le tour est joué. Bob, votre oncle Franz, votre tante, vous avez un gecko heureux. Et numéro 1, l'utilité. Ce qui va sembler étrange. Personne n'en parle vraiment. Mais l'utilité en termes de ce qu'ils peuvent faire pour vous. Ces animaux font déjà beaucoup pour vous, en apportant joie et divertissement. Vous aimez les observer, en êtes fasciné, et leur offrez en retour la meilleure vie possible. C'est vraiment une bonne affaire, si vous voulez mon avis. Mais que peuvent-ils faire d'autre? Pas comme un chien de travail, mais que peuvent-ils faire pour vous dans votre pièce à reptiles? Les geckos du matin font beaucoup de choses. Les geckos du matin servent d'équipe de nettoyage contre les insectes indésirables dans tous mes terrariums de dendrobates, et même dans certains autres, sans que je l'aie vraiment voulu. Donc parfois, quand vous avez beaucoup de reptiles, vous aurez des nuisibles comme des moucherons, ou d'autres types de mouches qui volent un peu partout. Et une fois que vous avez une infestation, ou pas vraiment une infestation, je n'appellerai pas ça comme ça. Ce n'est pas comme s'ils étaient partout. Une fois que vous en avez un grand nombre, il peut être difficile de s'en débarrasser avec, vous savez, des pièges collants ou des choses comme ça. Et de toute façon, je n'aime pas vraiment utiliser les pièges collants, parce que si un animal s'échappe, c'est tout simplement dangereux. À la place, les geckos du matin, que j'ai en grand nombre, se sont répandus dans de nombreux terrariums, et je vais expliquer pourquoi. Dans leur terrarium, ils ne mangent rien et ne sont pas mangés. Par exemple, un de mes boas a maintenant des geckos du matin car ils ont réussi à entrer. Tous mes terrariums de dendrobates contiennent des geckos du matin qui mangent les mouches que les dendrobates n'attrapent pas, ou qui volent trop haut. Même dans la pièce de mes geckos à crête, nous avons eu des problèmes de mouches des fruits, car le régime en poudre les attire. Nous n'en avons plus maintenant, parce que les geckos du matin mangent toutes ces mouches des fruits qui sont à l'extérieur. Je déconseille de laisser les geckos libres dans votre pièce à reptiles, même si la mienne est à 29 degrés Celsius et 70% d'humidité la plupart du temps. Mais la raison pour laquelle j'en ai autant, c'est que je ne les ai pas achetés, je ne les ai pas élevés intentionnellement. Ils sont ce qu'on appelle parthénogénétiques. Donc la parthénogenèse, on va mettre la définition ici, c'est en gros, et pour simplifier à l'extrême, ce sont toutes des femelles, et elles se clonent entre elles. Donc en gros, une femelle et une autre femelle se frottent l'une à l'autre, et c'est comme ça qu'elles tombent enceintes. C'est très simplifié, mais c'est à peu près ça. Et ensuite, elles produisent des bébés, et ces bébés grandissent et sont presque des clones de leur mère. Tu mets quelques geckos du matin dans un terrarium, et rapidement tu en as beaucoup. C'est ce qui m'est arrivé. J'aime aussi qu'ils cohabitent avec d'autres espèces. Je veux dire, je ne les mettrai pas dans mes terrariums de varans ou avec un animal dont je sais qu'il va clairement les voir comme de la nourriture et essayer de les manger. Dans mes grands terrariums à serpents,
juste pour le plaisir, car ils bougent et n'ont aucune raison de ne pas y être. Nés en captivité, je sais qu'ils sont sans parasites. Ils vivent dans plusieurs de mes terrariums et c'est amusant de les voir sauter. Tu pourrais faire pareil avec des geckos domestiques. Le souci, c'est que les geckos domestiques sont souvent capturés dans la nature, pouvant donc porter et transmettre des parasites, sauf s'ils proviennent d'un élevage en captivité. Mais dans tous les cas, j'aime les petits geckos qui peuvent être utilisés comme, tu sais, des animaux utilitaires. Ils ont en quelque sorte plusieurs fonctions différentes, et mon préféré personnel, je vais faire court. Les geckos Lichianus, le plus grand gecko du monde. On s'en occupe essentiellement comme d'un gecko à crête. Un peu différemment, bien sûr, mais sinon c'est à peu près pareil, et ils sont vraiment amusants et faciles à élever. Et tant que vous en prenez un qui est bien socialisé, ils donnent une sensation. Je ne saurais même pas dire. Il faut en tenir un pour comprendre. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est votre gecko préféré. Comme on publie 2 vidéos par semaine, on se retrouve à la prochaine.